Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de mai. Je vais vérifier que je suis bien en live, juste pour être certaine que tout fonctionne. Je ne me vois pas. Oui, c'est bon, ça fonctionne. J'enlève ça. Alors, bienvenue dans ce live du mois de mai, dans lequel, encore ce mois-ci, je vais avoir une invitée pour discuter d'un sujet qui touche particulièrement les parents, les intervenants, les professionnels qui gravitent autour d'un enfant qui ne répond pas dans certaines situations. J'aime outiller les parents et les adultes qui gravitent autour d'un enfant parce que je crois que d'outiller ces gens-là, en plus d'aider l'enfant à surmonter son défi relié à la prise de parole, c'est une approche là, globale d'où je vois qui est plus qui donne plus de résultats au final. Alors, d'où le fait que en 2024, j'invite des gens pour discuter de différents sujets particuliers qui touchent cette clientèle. Je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Donc, ce mois-ci, on va discuter des particularités sensorielles des enfants. Est-ce que c'est un caprice quand un enfant ne mange pas à l'école ou qui pleure parce qu'il y a trop de bruit? Qui ne veut pas mettre des jeans, d'autres textures de vêtements, qui est sensible au toucher, que son petit bas là, le dérange, là, la petite couture. Alors, on va discuter de ça dans notre sujet qui est supporter l'enfant vivant avec des sensibilités sensorielles. Alors, si vous êtes avec nous, vous pouvez écrire un petit allô dans les commentaires, faire un j'aime. Si vous êtes en rediffusion, écrivez rediffusion aussi là, après coup. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité. Bonjour, Josiane Caron-Santa. Comment ça Salut, va? ça va bien? Merci de Oui. m'avoir invité. Merci à toi d'être là, vraiment. Une petite présentation peut-être, là. Je vois que tu as envie de parler déjà, mais je ne veux pas passer tout droit pour bien te présenter, t'accueillir. Donc, ergothérapeute Oui, pédiatrique, tu es formatrice, puis autrice de plusieurs livres, entre autres les mhm, hypersensibilités sensorielles, toujours de la misère à le montrer, bon, qui est dans la série, dans la collection 10 questions, oui, comme mon livre sur oui. le mutisme, paru aux éditions Midi 30. Tu as plein de sujets, donc entre autres le développement sensorimoteur, là, c'est vraiment ton expertise auprès Oui, des enfants pour outiller les adultes. C'est bien ça? oui, tout à fait. Les guides servent à être lus par les adultes en majorité qui accompagnent les enfants. Les hypersensibilités sensorielles, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il m'a touchée, moi, enfant, et il touche une grande partie de la clientèle qu'on reçoit comme ergothérapeute en pédiatrie. C'est fréquent. C'est sûr que c'est fréquent parce que les jeunes, quand ils viennent nous consulter, ils viennent parce qu'ils ont des besoins. Et ça fait souvent partie des besoins ou ça peut être en association sous-jacent à d'autres besoins tels que le mutisme sélectif. Ce sont des jeunes qu'on rencontre parfois et qui vont avoir en plus des défis du côté du traitement sensoriel. Oui, Oui, effectivement, on le voit oui, beaucoup là. Ça fait partie des discussions que j'ai oui, souvent avec les parents de est-ce que tu sais mon enfant il évite des situations ou bien il fait des crises oui, ou tu sais on le voit beaucoup puis là ça engendre des questionnements justement au niveau des particularités sensorielles, euh, que ce soit au niveau, comme j'ai mentionné dans les exemples, mais aussi au niveau des vêtements, du toucher, au niveau des bruits, mhm. même des émotions, des aliments. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je choisis tout le temps un mot qui caractérise la personne qui est devant moi. Ah, Puis OK. le mot que j'ai choisi, c'est international. Ah, ben, Oui, parce que ça m'a vraiment, quand on jasait oui, là, lors d'une de nos rencontres, ça m'a vraiment euh, je trouve ça vraiment incroyable que en fait, que par des formations en ligne, tu sois à ce point étendu partout dans le monde. Je trouve ça vraiment big, hein? C'est gros, c'est le fun là, de voir ça, ce développement-là. Euh,
Puis parce que tu as décidé, toi, il y a quelques années, il me semble, de t'attarder juste à des formations en ligne là, qui Oui. sont très dynamiques, vraiment faites de façon ludique et tout. Mmh. Là, c'est très agréable à voir. Si vous n'avez pas vu ce que Josiane fait, vous irez faire un petit tour. J'ai mis dans les commentaires justement ton site Internet puis ta page Facebook là, pour vous donner une idée. Puis ton nom, là, c'est sur ton site Internet, Oui. entre autres, c'est Josiane Caron-Santan International, donc JCSI. Oui, c'est le nom de l'académie. Et pour donner un peu de crédit à Facebook, Instagram, en fait, c'est pas c'est le pouvoir des réseaux sociaux qui a fait que de commencer à m'exprimer un peu sur ces sujets-là il y a plusieurs années, ça s'est répandu dans toute la francophonie mondiale. Et justement, ça donne une plateforme qui permet de rejoindre d'autres familles, mais surtout d'autres professionnels dans d'autres pays. Et c'est pas une décision qui m'a menée à faire les formations en ligne, c'est plus l'exposition qui a fait que les demandes sont arrivées pour en savoir plus, aller plus loin, parce que sur les réseaux sociaux, on reste quand même dans la superficie des sujets. Ouais. Et petit projet deviendra grand. Et là, c'est ce qui occupe la majorité de mon temps, c'est l'accompagnement des professionnels, des enseignants aussi dans les formations en ligne qui touchent principalement le développement sensorimoteur des enfants à différents niveaux. Oui, c'est ça. Puis tu Ouais. continues à écrire dans tout Oui. ça. Là. C'est ça, il y a Oui. comme Bouger pour grandir qui est paru au printemps avec Solène Bourque, là, il Oui. me semble, si je ne me trompe pas. Oui, excellent. Donc, voilà pour ta présentation. Avais-tu quelque chose à ajouter? Non. Qui serait pertinent à notre sujet? Non, Non, ça non, va, on a fait le tour. oui, oui, tout à fait. Donc, pour revenir à notre sujet, tantôt, on disait, là, il y a Oui. souvent des discussions avec les parents, les Oui. intervenants, concernant les particularités sensorielles. Puis déjà, pour mettre la table peut-être un petit peu, là, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est, les hypersensibilités sensorielles, puis peut-être d'où ça vient? Oui, mais en fait, les discussions avec les parents partent des comportements. Mm. Et de là, plus on connaît le traitement de l'information sensorielle qui peut être derrière le comportement qu'on observe chez l'enfant, qui est souvent le motif de consultation. C'est beaucoup plus rarement un parent qui nous appelle pour dire je pense que mon enfant a des problèmes sensoriels. Ça peut arriver parce qu'il a entendu quelqu'un en parler, par exemple, comme dans le live d'aujourd'hui. Mais sinon, le parent va nous consulter parce que la routine du matin est difficile, parce que l'enfant a beaucoup d'émotions et peu disponible au retour de l'école, parce que les sorties dans les environnements publics sont difficiles, sans savoir sur quoi mettre le doigt. Tantôt, tu as nommé des exemples. Oui. Mais c'est pas intuitif si on n'est pas familier avec ce type de défi-là, que ça peut être les néons dans le centre d'achat qui font que l'enfant devient épuisé après 10 minutes. Donc, on le sait pas. Alors, l'ergothérapeute, et il y a d'autres professionnels aussi, mais l'ergothérapeute a beaucoup investi ce domaine-là au niveau de ses formations pour comprendre comment le traitement de l'information sensorielle se fait. Puis pour répondre à la question qu'est-ce que c'est une hypersensibilité, ben je pense que ça vaut la peine de prendre une petite minute pour expliquer un peu comment le traitement habituel et optimal se ferait. Oui, oui. Donc, en tout temps, comme maintenant, il y a plein de sensations qui sont disponibles pour mon cerveau. Et les sensations proviennent de mes 5 sens habituels, ma vue, mon ouïe, mon nez, ce que je goûte, mes vêtements, tout le tactile et tout ça. Puis il y a aussi des informations qui proviennent de l'intérieur de mon corps. On appelle ça l'interoception. Okay. Alors, j'ai peut-être de la faim, j'ai peut-être une émotion, une excitation, par exemple, de parler avec toi. Et là, c'est une sensation, ça, mon cœur qui bat plus vite, ma respiration qui est différente. Disons que je suis stressée, j'ai peut-être des tensions musculaires. C'est de l'information sensorielle qui provient de l'intérieur de mon corps. Il y a aussi tout ce qui informe en tout temps mon cerveau de où je suis dans l'espace. Donc, est-ce que je suis droite? Est-ce que je suis penchée? Est-ce que je suis en train de tomber? Puis là, il faudrait réagir.
Alors, ce qui va me permettre de me déplacer ou de rester, au contraire, stable sur une chaise, c'est de mesurer en tout temps où est mon corps en fonction de la gravité, de ne pas être en train de chercher comment me positionner. De là, ça peut faire partie d'un des comportements, les enfants qui gigotent et tout ça, il peut avoir parfois une origine sensorielle. Donc, lorsque ce processus-là se fait bien, bien, il y a comme une espèce d'entonnoir qu'on pourrait imaginer avec toutes les informations disponibles. Puis il y en a beaucoup, là, dans ce qu'on comprend. Ah, exactement. Il y en a vraiment beaucoup. C'est énorme, la quantité d'informations. Le cerveau, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas gérer tout ça, c'est too much. Donc, dans son fonctionnement, il y a des processus de filtration qui vont essayer de déterminer, OK, qu'est-ce qui est important dans le moment présent pour d'abord la survie de la personne, puis ensuite pour son fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qui va lui être utile. Donc, en ce moment, ben là, j'ai une fenêtre juste derrière mon écran, il pleut. Mon cerveau, ben là, je viens de le voir, je viens d'orienter vers ça, mais c'était pas pertinent comme information. Je m'en étais pas rendu compte jusqu'à temps que j'en parle. Ce qui est important, c'est de regarder. Ben là, j'essaie de regarder la petite caméra, là, parce que sinon, je regarderais par en bas. Donc, c'est de regarder l'endroit où je suis supposée de regarder. C'est d'écouter les bruits qui proviennent de ta voix. Là, pour un petit moment, je viens d'orienter aux autres bruits. Je fais de la pleine conscience tout d'un coup. Il y a de la ventilation à côté de moi. Il y a des gens qui travaillent dans le bureau à côté. Mais je ne les entendais pas, ces bruits-là. Donc, ça, c'est mon cerveau qui priorise bien, qui me dit en ce moment, c'est ça. Si tantôt, j'ai envie de pipi à 12h30, le live n'est pas fini, mon cerveau, il ne devrait pas me le dire parce que c'est pas le temps. Je ne peux pas partir. Fait qu'il va dire, à moins que ça devienne dramatique, là, il va tout arrêter puis il va dire, excuse-moi. J'ai pas le choix. Il faut que je t'envoie cette information-là parce que c'est urgent. Mais sinon, il va l'inhiber. De même, ce matin, je me suis habillée. S'il y avait une étiquette dans mon vêtement, le cerveau dit, OK, je le sais, il y a une étiquette. C'est pas important là, de lui dire qu'il y a une étiquette. Mais là, si on s'en va vers peut-être une situation où ça ne se fait pas bien, cette priorisation-là, puis qu'il y a trop d'informations qui rentrent. Et que là, ce qui passe au cerveau, c'est savais-tu que tu as une étiquette? Tu as une étiquette dans le dos? Yeah, oui, il y a une étiquette. Ah oui, tu as aussi une manche, hein? Tu as une manche, puis tes cheveux, là, ils touchent ton visage. Hein? Puis, disons, ça serait juste la sphère tactile qui m'envoie de l'information tout le temps, toute la journée. Puis ça pourrait être d'autres choses, tous les petits bruits, toutes les petites odeurs. Et là, il y a trop d'informations qui arrivent. Donc, c'est surchargeant. Le cerveau ne sait plus où donner de la tête, littéralement. Et c'est épuisant. Et parfois, ce n'est pas tout le temps trop d'informations qui arrivent, mais ce n'est pas la bonne. Donc, la priorisation ne se fait pas bien et on reçoit finalement à notre conscient de l'information qui n'était peut-être pas utile, telle que la fameuse étiquette ou une bague au doigt, par exemple. Et on va reconnaître beaucoup les personnes hypersensibles qui vont avoir tendance à apporter moins de bijoux, moins d'accessoires, comme un collier comme le tien, là. Et ça frotte. Si on ne l'oublie pas, ça peut être dérangeant pour la personne. Alors, ça vient colorer la perception puis l'expérience du monde de la personne. Alors, quand une personne, elle est hypersensible, puis là, c'est de ça qu'on va parler, mais l'inverse est possible, OK? On peut avoir pas assez d'informations ou pas percevoir, par exemple, la douleur ou la faim ou même, justement, je sais pas, moi, je me tourne, mon cheveu reste pris comme ça, je devrais le sentir puis m'en rendre compte si je suis pas devant un écran. Mais des enfants, tu sais, on les voit, là, on dirait qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont des lunettes sales, qu'ils ont les vêtements tout croches. Donc, il n'y a pas assez d'informations qui arrivent. Fait que ça se peut aussi. Ouais. Comme pour la clientèle, dans le fond, qui nous intéresse, les enfants qui présentent du multisélectif ou qui ne répondent pas dans certaines situations, là, verbalement, souvent, ça vient avec l'hypersensibilité sensorielle. Là, c'est rare que les deux ne sont pas là. Oui. Donc, on va plus s'attarder aux hypersensibilités sensorielles. C'est, je pense,
catégoriser le mutisme sélectif comme un Oui, trouble neurodéveloppemental ou plus un trouble anxieux. C'est un trouble anxieux. Oui, OK. Et dans les troubles neurodéveloppementaux, ça fait souvent partie du portrait parce que le neuro vient du système nerveux. Donc, il y a des fragilités dans le système nerveux. Les troubles anxieux peuvent être associés pour une raison intéressante aussi à mentionner, c'est que le système nerveux n'est pas toujours dans le même état. Par exemple, lorsqu'on vient de se réveiller, on ne perçoit pas aussi bien tout ce qui est autour de nous ou quand on dort, puis c'est ça l'objectif, ça nous permet de rester endormi. Lorsqu'on est en situation de stress et qu'il y a du danger potentiel, les sens deviennent plus vigilants. Mes pupilles se dilatent, il y a plus de lumière qui vont rentrer. Ma peau se prépare à peut-être être touchée par un ennemi. Les sens s'activent pour survivre. Alors, quand une personne est dans un pôle anxieux en général, ben, on peut s'attendre que ses sens sont, d'une manière générale, un peu plus comme « Oh, il pourrait se passer quelque chose, je dois être prêt. Je dois être prêt à percevoir le plus de choses possible. » Et vice-versa, si je suis sensible à tout ça, je me sens agressée et ça vient, je pense que mes cycles ne sont pas dans la bonne direction, là, mais ça vient augmenter mon anxiété. Donc, plus que je perçois des choses qui peuvent me paraître dangereuses, plus que je suis anxieuse, plus que je suis anxieuse, plus que je perçois des choses. Donc, il y a, que ce soit l'œuf ou la poule, dans les deux cas, la personne avec un comportement de mutisme sélectif va être prône à vivre des handicaps en lien avec sa perception sensorielle. Dans le fond, ça fait du sens. Puis c'était un de mes questionnements pour toi, de savoir s'il y avait des recherches qui allaient dans ce sens-là. Donc, plus le cerveau est en hypervigilance, en état d'anxiété et tout, est-ce qu'on remarque que les hypersensibilités sont plus présentes dans ce moment-là? Ce que tu me dis, c'est oui. Et moins, est-ce qu'à l'inverse, moins, plus la personne, l'enfant ou la personne devient apte à gérer son anxiété ou est plus outillée, sent plus en confiance ou a vécu des situations justement où elle a pu désensibiliser ses hypersensibilités pour mieux les tolérer. Il y a un travail qui se fait à ce niveau-là, donc les hypersensibilités ne seront pas nécessairement tout le temps égales toute la vie là, de l'enfant. Elles peuvent s'atténuer. En fait, c'est très variable. Autant au niveau du parcours de vie que d'une journée. Oui. Selon l'état du système nerveux, puis selon les stratégies d'adaptation de la personne. Il faut faire attention avec l'utilisation du mot sensibilité parce que quand on parle, dans le langage courant, on peut dire hypersensible, mais dans la physiologie de tout ça, être hypersensible voudrait dire que le sens est plus perceptif. Puis ça, c'est plus au niveau du traitement rendu au niveau du cerveau que là, il y a une mauvaise gestion de l'information. Donc, les oreilles ne sont pas nécessairement plus sensibles. C'est ça. Il existe des conditions audiologiques, des traumas qui peuvent arriver au niveau des oreilles, le système de l'oreille comme tel, qui peuvent créer des hypersensibilités. Par exemple, au niveau de la peau aussi, si j'ai un coup de soleil, ma peau, elle est plus sensible. OK? Là, on est dans plus le récepteur sensoriel. Lorsqu'on parle des troubles du traitement de l'information sensorielle, c'est plus au niveau du cerveau que ça se passe. Donc, la peau est correcte, les oreilles sont correctes, les yeux sont corrects. Eux autres, ils fonctionnent bien. Alors, de là, quand on arrive à moduler, ajuster l'état du cerveau, donc si au lieu d'être comme ça, il est comme zen, et comme approchons le monde, bien, à ce moment-là, la perception va être diminuée. Alors, on peut avoir cette fragilité-là dans notre développement, mais les handicaps dans le quotidien vont être moins présents si on sait comment gérer. Donc, si on sait comment anticiper ce qui s'en vient, on connaît nos moyens, puis plus qu'on apprend à connaître notre corps, notre système nerveux, ce qui nous apaise. Donc, est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est faire de la méditation? Est-ce que c'est recevoir fréquemment des massages par quelqu'un d'autre ou des automassages? Tout ce qui peut apaiser notre système nerveux, on l'apprend, puis on l'utilise. Et
on organise aussi notre horaire quotidien de manière à être capable qu'il y ait assez de repos pour que le système soit disponible lorsque besoin. Alors, tantôt, je disais, ah ben moi, j'en avais enfant, Oui. ben, j'en ai encore, Oui. sauf que j'en souffre beaucoup moins parce que j'ai compris tout ça. J'ai eu la chance d'être ergothérapeute, donc je suis un peu, ben, je suis pas mal outillée pour Oui, savoir c'est ça. comment ça fonctionne. Fait que j'en souffre moins. Je le sais quand est-ce que je peux me permettre des vêtements plus cute, puis pour combien de temps. Puis je le sais que si ça commence à surcharger, j'ai amené des rechanges. Donc, j'ai pas de stress par rapport à mon quotidien. Comme un enfant qui comprend pas ce qui lui arrive et comme un enfant qui est accompagné d'un parent qui comprend pas ce qui lui arrive. Donc, si l'enfant est comme « je veux pas aller à l'école, je veux pas y aller, j'aime pas ça », si l'enfant est pas conscient que parce que sa peau est en train de surcharger à cause des vêtements, puis il n'est pas capable de le nommer parce que ça a toujours été comme ça, OK? Si toi, demain, tu es hypersensible du côté de tes vêtements, puis tu ne l'étais pas, là, tu vas remarquer « hey, là, il me semble que ça ne me dérangeait pas avant, là, ça me dérange », mais l'enfant, il a Je sais toujours... pas, c'est ça. Fait qu'il n'est pas capable de dire que l'étiquette est dérangeante. Et à ce moment-là, le parent, lui, perçoit un enfant qui fait une crise, qui ne veut pas aller à l'école, ça ressemble à un caprice. Je veux mettre mon chandail avec les princesses. Mais là, tu l'as mis 2 fois cette semaine, chérie. Mais parce que le chandail avec les princesses, il est lousse, puis il est en coton, puis ça fait 1 an que tu l'offres, donc il n'y a plus rien de rugueux à l'intérieur de ça. Mais l'enfant ne peut pas le nommer, le parent ne peut pas facilement inférer que c'est à cause de la texture du chandail. Donc, on se dit, ben là, c'est un caprice. Elle veut juste des chandails de princesse, mais ce n'est pas nécessairement ça. Fait que c'est de pouvoir comprendre pour valider avec notre enfant qu'est-ce qu'il vit. Oui, parce que sinon, il est si... tout seul là-dedans. Excuse-moi, vas-y. Non, je pensais que tu avais terminé. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que si le parent, ce que j'entends, c'est que c'est très compliqué, mais une fois qu'on met le doigt dessus, tu sais, si on est un parent qui ne comprend pas, et là, notre enfant, bon, il fait une crise, justement, puis là, on invalide son émotion ou son comportement en disant, ben là, endure un peu, là, franchement, là, tu es capable là, de faire un effort. Puis même si on le dit sur un petit ton mielleux, là, ah, tu sais, t'es capable, là, tu sais, mais il reste qu'on invalide quand même le ressenti de l'enfant. Là, l'enfant, il se perçoit comme, ben là, c'est vrai, tu sais, peut-être que j'ai tort là, de ressentir ça, je vais essayer de, ou même des fois, il n'essaye pas, puis ça fait juste éclater un plus, là, ou si on donne des punitions. Ben, quand l'enfant ne se sent pas compris comme ça, là, c'est ça, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir d'agir comme ça en tant qu'adulte là, qui supporte l'enfant? Bien, son sentiment de sécurité est complètement ébranlé parce que lui est vraiment en train de vivre quelque chose lui, il est en danger. Il se sent en danger et il se sent seul dans ce danger-là où il commence à questionner ses propres sentiments. Donc, si on me dit qu'il n'y en a pas de danger, qu'il n'y en a pas de bruit, que ma sœur n'est pas comme ça, que je ne devrais pas faire ça, là, je me sens différente. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça crée beaucoup, beaucoup de stress puis d'anxiété. De là, l'idée, c'est vraiment d'abord que l'enfant se sente en sécurité parce que son corps ne l'est pas, son cerveau ne l'est pas, de savoir qu'il n'est pas tout seul, de dire je le vois que tu n'es pas bien, on va essayer de trouver une solution. Je comprends que tu n'as pas le goût de partir avec ce chandail-là ou d'aller à l'école, où c'est souvent un gros problème l'hiver, par exemple, les cache-cous, tout ça, les salopettes, bon, et le chandail se déplace à l'intérieur. Il y a un moment donné que l'enfant, moi j'en ai rencontré plusieurs, c'est les petites culottes. De nos jours, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution. Hein? Là, il y a des culottes sans... Puis, tu sais, il y a des je fais du coq à l'âne, mais il y a des chandails sans étiquette, des culottes sans couture, des bas sans couture. Puis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup de gens dans la société qui sont mal à l'aise avec ça. Mais il n'y en avait pas de ça avant. Non, et des enfants qui ne voulaient pas mettre de sous-vêtements ou de bas quand c'est l'hiver, c'est problématique. C'est ça. Puis, je me suis perdue un peu où je m'en allais dans tout ça, mais l'enfant a besoin d'abord qu'on lui dise
je comprends que c'est une expérience désagréable pour C'est toi ça. de mettre des bas, mais il fait -30 et tu n'as pas le choix. Là, on lui explique ça comme il faut, mais je comprends que ça va être très difficile rendu à l'école. Ton enseignant le sait que c'est difficile et tu pourras enlever tes bas, par exemple, ou mettre des pantoufles ou enlever. On peut adapter selon l'âge, selon les circonstances, mais c'est pas de dire ben voyons, mets donc tes bas, c'est ça qu'il faut faire. Si l'enfant se sent compris, il va passer à travers le défi beaucoup plus facilement. Il va être capable aussi, ça c'est l'autre stratégie, de savoir quand est-ce que le défi sensoriel va se terminer, quand est-ce qu'il va être de nouveau en sécurité. Il y a une Donc, fin à ça, là, ça sécurise là, de savoir que ça ne sera pas toute sa vie là, qu'il va sentir comme ça. ben, non, plus dans l'immédiat. Donc, lorsqu'il s'agit d'un vêtement qui doit être porté, il faut que l'enfant sache quand est-ce qu'il va pouvoir l'enlever, en ressortir. Lorsque c'est un bruit, comme, disons, l'aspirateur, le mélangeur à la maison, c'est pas agréable, c'est pas des bruits fun à écouter comme tel, mais nous, comme adultes, on comprend que c'est de courte durée, puis on a le goût d'avoir le résultat des beaux cheveux, la maison propre ou le smoothie au bout du compte. L'enfant, il n'est pas autant conscient de ça. Plus il est petit, moins il comprend tout ça. Fait que lui, quand le mélangeur part, ben, lui, là, il est en fight or flight. Il ne sait pas que ça va durer juste 30 secondes. Puis si, par exemple, on prend juste le temps d'aller le voir juste avant pour dire c'est l'heure du smoothie, je sais que tu n'aimes pas le bruit, veux-tu t'éloigner? Parce que une fois qu'on parle, le mélangeur, le cerveau rentre, comme je disais, en réaction de défense, puis là, il est trop tard, on ne peut plus raisonner avec l'enfant ni ce cerveau. Fait qu'on l'avise avant. Veux-tu t'éloigner? Veux-tu des coquilles? Si t'en as, ça ne durera pas longtemps, avec qu'il se sent respecté, se sent validé et il est prêt à approcher, dans le fond, la situation avec des moyens. Parce qu'il sait qu'est-ce qui l'attend aussi. Oui. Puis, comme dans les endroits publics, les séchoirs à main qui sont très, très agressants pour tous. Mais ça peut faire peur à un enfant d'être obligé d'aller à la salle de bain dans ces endroits-là. Fait qu'on peut d'abord dire, ben regarde, on peut amener notre propre serviette si jamais il n'y a pas de petit papier brun à côté. Puis, prépare-toi. Si on voit qu'il y a des gens dans la salle de bain déjà en train de laver leurs mains quand on arrive, c'est fort probable que ça parte. Donc, couvre tes oreilles avec tes mains, d'anticiper, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, puis que l'enfant il est constamment surpris par des attaques pour lesquelles il n'est pas prêt. Oui, oui. Dans le fond, plutôt que de ne pas comprendre ce qui se passe, en fait, le live d'aujourd'hui, ça sert à ça, outiller les parents, dire « Hey, sais-tu quoi, mon enfant, c'est pas un caprice qu'il vit. Je vais l'accompagner d'une autre façon, je vais y aller en prévention, je vais le guider dans tout ce qu'il peut vivre, je vais peut-être m'informer moi aussi en tant que parent. » Donc, ce livre-là, c'est là qu'il devient pertinent ou d'autres ressources parce qu'on explique clairement ce que c'est, quoi faire et tout, comment on peut l'aborder avec notre enfant, puis en comprenant ce que ça peut être comme comportement. On parle beaucoup des vêtements, par exemple, les routines de matin, les bruits, tout ça. Mais on peut collaborer avec l'école, dire dans ce qui est possible de faire. Là, on s'entend que faut discuter avec eux, puis on ne peut pas imposer des choses à l'école ou à la garderie parce qu'ils y en ont quand même beaucoup d'autres enfants, mais on peut discuter ensemble puis trouver des façons d'adapter certaines choses qui sont très problématiques pour en arriver à sécuriser l'enfant puis que son cerveau il s'apaise et soit plus dans la sécurité. Et dans la sécurité, ça va faire en sorte qu'il va être plus apte à apprendre ce qu'il a à apprendre. Il va moins bouger, il va moins être en réaction, ou moins en crise, ou moins en surcharge. Ce qui va le laisser prêt à ses apprentissages, par exemple. Puis il va être disponible à la résolution de problèmes. Donc, cette situation-là, il y a quelque chose qui t'agresse là-dedans. Maintenant, cherchons une solution. Si on n'a pas ce contexte-là où l'enfant se sent en sécurité, l'adulte qui tente d'aider l'enfant devient une autre agression. Puis de là, d'en avoir parlé beaucoup avec l'enfant en dehors des contextes, parce que
qu'est-ce qu'on fait quand on veut aider un enfant qui est pas bien ou qui pleure? On le touche, on lui parle. Puis ce sont les choses que l'enfant, il a pas besoin, quand il est dans cette situation-là, il a besoin qu'on lui parle pas, puis qu'on le touche pas, puis qu'il y a besoin de choses qui bougent autour. Mais c'est dur de réagir à un enfant qui file pas sans ces moyens-là habituels. De là, d'avoir fait un plan, mais c'est toute une question d'âge, mais de se faire un plan personnel pour nous, Oui. puis de préparer l'enfant à l'éventualité que ça pourrait arriver, Mhm. qu'il soit prêt à réagir puis à recevoir du soutien en fonction de ce que lui vit. Puis dans un contexte de mutisme sélectif, je pense que c'est important d'en parler. C'est qu'on a des enfants qui ont encore plus de difficultés à exprimer qui ne sont pas bien à cause de l'environnement, parce que ça implique l'interaction avec l'autre. Fait qu'ils sont encore moins sujets de pouvoir dire « Est-ce que je peux prendre une pause parce que je commence à me sentir surchargée? Est-ce que je peux aller me changer? Ouais. Est-ce que je peux non seulement aller aux toilettes, hein, souvent, là, Oui, les enfants s'échappent, ou même pour manger à oui, l'école. J'en oui. ai plusieurs là, qui ne mangent pas à l'école. Puis là, les gens se demandent pourquoi mon enfant ne mange pas à l'école. Tu sais, ben, c'est ça, il y a trop, là, son cerveau, il est tellement stimulé là, qu'il n'est même pas capable de répondre à ses besoins de base. Là. Donc, vraiment, ton conseil, ça serait de sécuriser le plus possible pour que l'enfant soit en mesure d'être disponible pour manger, puis d'y offrir une adaptation peut-être dans un petit local ou peut-être pas dans la grande cafétéria où il y a plein de monde, là, plein de Oui, bruit, mais on peut mouvement. faire cette recherche de solution-là avec l'enfant parce que je pense que dans la pyramide je ne sais pas si c'est Maslow, là, mais Maslow, ouais. la sécurité vient avant ou pas loin des besoins physiologiques. Là. Juste après, oui. Oui, donc c'est important d'être bien pour penser à s'alimenter, pour penser à aller aux toilettes, pour s'assurer de se couvrir s'il fait chaud, s'il fait froid, puis tout ça. Puis apprendre, c'est la dernière chose. Là. C'est ça, Apprendre exact. des nouvelles choses, ça réorganise notre cerveau, un apprentissage. Si le cerveau il est en situation de survie, ça ne tente pas c'est pas sa priorité. Non, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu avais, dans le fond, des indices pour savoir à quel moment on pourrait commencer à mettre ces moyens-là en place? Là? Y a-t-il des petites pistes que tu peux offrir aux parents qui nous écoutent, aux intervenants? C'est quoi les indices? Dès qu'on en doute, c'est important de consulter un professionnel. Parce que pour être certain, si on émet cette hypothèse-là, par exemple, on lit le livre, on dit « ça correspond à mon enfant », il y a des petites stratégies qui sont toujours bonnes. Sécuriser notre enfant, connecter avec lui, le valider, chercher, c'est toujours bon. Oui. Sauf que c'est important de vraiment identifier comme il faut, est-ce que c'est un trouble du traitement sensoriel ou si c'est autre chose, parce qu'il peut avoir d'autres causes et les interventions qui seraient importantes de mettre en place ne seront pas mises en place si on attribue tout à un trouble sensoriel. Dans le fond, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est plus un descriptif clinique, donc ce n'est pas dans le DSM-5, mais pour avoir accès à ces outils-là puis bien comprendre, il faut bien préciser quel est le profil de l'enfant. Il y a différents types de troubles, différents types de stratégies. Et l'idée, c'est pas juste de patcher avec des trucs pour que le quotidien aille mieux. L'idée, c'est pas juste que le comportement de l'enfant soit mieux, mais que l'enfant soit mieux pour vrai à l'intérieur, puis que son système nerveux, possiblement, puisse prendre de la maturité puis gagner de l'efficacité à faire cette filtration-là. Mm-hmm. L'idéal, c'est d'être accompagné d'un professionnel parce que c'est un défi qui reste généralement présent toute la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux acheter un livre puis dire « je vais faire les stratégies » puis c'est fini l'année prochaine. Donc, les impacts vont diminuer, les comportements vont s'améliorer, mais l'enfant va demeurer avec un défi à l'intérieur pour faire cette gestion-là. Ça demeure plus de travail, un travail un peu plus manuel puis épuisant pour lui de gérer son système sensoriel. De là, avec un professionnel, il peut gagner un peu plus de maturité, puis mieux comprendre aussi. C'est pas quelque chose de simple à comprendre. Puis l'enfant, il a besoin de comprendre comment fonctionne son cerveau. Ouais.
De là, un professionnel qui s'y connaît bien va pouvoir avoir des jeux puis toutes sortes de moyens d'expliquer à l'enfant un peu son propre mode d'emploi pour gérer ses sens. Puis, dans le fond, c'est en lien toujours avec le mutisme sélectif, ce qui devient moins évident, peut-être que c'est chaque situation, là, dans chaque situation qu'on peut prioriser si on va voir l'ergothérapeute ou pas en premier. Là, c'est toujours ça que je mentionne, dans le sens où quand on met des moyens en place pour désensibiliser la parole, qu'il y a des gains par rapport à ça, que l'enfant fait des efforts à être courageux, bon, et tout ça, déjà puis que le parent déjà à l'affût, par exemple, est dans une approche sécurisante pour l'enfant et tout, on peut attendre de voir peut-être un peu, voir comment ça se place avec en lien avec l'anxiété, le mutisme et tout ça, ou tu suggères vraiment quand même tout de suite d'aller parce que, tu sais, ce que ma question, en fait, là, pour toi, c'est que vu que l'enfant, il présente vraiment, il est tout le temps comme dans l'hypervigilance, mais s'il va voir l'ergothérapeute en état d'hypervigilance tout le temps, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu biaisé les résultats parce que ça sera pas son état d'hypervigilance ne sera pas le même si on prend le temps de mettre des moyens en place, de les essayer, de supporter là-dedans avec en outillant aussi les adultes qui l'entourent en étant dans une approche sécurisante. Donc, moi, ma perception, puis tu me diras ce que tu en penses, mais moi, ma perception, c'est de sécuriser l'enfant, d'outiller les parents, les intervenants, faire un travail de collaboration pour être dans cette approche-là, mettre certaines adaptations, faire en sorte que l'enfant surmonte son défi tranquillement à petits pas. Mais une fois qu'on a cet aspect-là, là, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui reste, puis dire, bon, ben là, vraiment, clairement, il me semble mieux dans son, tu sais, dans son environnement à l'école ou à la garderie, il est plus à l'aise, on le voit qu'il se déplace mieux, bon. Puis là, de voir qu'est-ce qui reste avant d'aller voir l'ergothérapeute? Je dirais que dans le meilleur des mondes, oui. OK? Et j'aime bien croire que j'ai mis beaucoup d'informations, par exemple, dans ce livre-là et qu'il y a beaucoup d'autres livres qui sont bons aussi, qui existent, et que si on sent comme parent qu'on a très, très, très bien compris la problématique, à ce moment-là, oui, on peut accompagner notre enfant par nous-mêmes, mais c'est souvent à ce niveau-là qu'il faut d'abord travailler, c'est que l'entourage comprenne bien ce qui se passe et que la notion qu'on n'intervient pas sur les sens, mais bien sur le système nerveux, elle n'est pas toujours facile à saisir. On ne parle pas de désensibilisation quand on est dans un trouble sensoriel. Ce n'est pas de s'habituer. Puis ça, c'est ce qui peut être intuitif de faire. Donc, on va y aller graduellement, puis on va t'habituer au bruit du séchoir dans les endroits publics. C'est ça. Ça ne va jamais pas comme l'anxiété, là. C'est ça. Non, ce n'est pas comme un trauma ou une phobie. Le système nerveux ne pourra jamais le gérer. Il faut apprendre à gérer le système nerveux lui-même, qui, lui, on lui montre comment se calmer, s'apaiser pour être plus tolérant lorsque les agresseurs sont là. Mais il ne faut pas agir sur le sens. Et par exemple, des stratégies qu'on peut voir quand on parle de soit des pressions profondes ou des massages, des choses comme ça pour aider à mieux tolérer les vêtements. Ce n'est pas parce qu'on masse la peau que la peau tolère mieux le vêtement. C'est que le système nerveux, quand on le masse, ça déclenche de la dopamine, ça déclenche des hormones apaisantes pour le système nerveux. C'est calmant point, puis parce qu'on calme le système nerveux, là, il tolère mieux les vêtements. Donc, au niveau des stratégies d'intervention, ce n'est pas de diminuer les comportements qu'on veut faire, c'est vraiment d'aider l'enfant à se comprendre son système nerveux. Un peu comme un enfant qui a des allergies. Des fois, je donne aussi cet exemple-là. Il doit comprendre c'est quoi une allergie. Il doit comprendre pourquoi il y a un épipène dans son sac. Il doit comprendre il doit savoir c'est quoi les stimuli qui peuvent déclencher une réaction allergique et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas manger, il y a des choses qu'il faut qu'il fasse attention. Puis l'enfant a besoin d'avoir cette même compréhension-là par rapport à ses sens pour arriver à se gérer lui-même. Et c'est sûr que quand on rencontre l'objectif de l'évaluation en ergothérapie, ce n'est pas d'évaluer les hypersensibilités dans le moment présent. Donc, c'est
très rare même qu'on va les voir parce qu'un bureau d'ergothérapeute, c'est calme. Et l'objectif, c'est pas de dire, regarde, je vais faire du bruit puis je vais voir comment tu vas réagir. Mais non, c'est ça. Souvent, l'enfant va réagir bien parce qu'il veut faire plaisir. Et c'est plus quand il va revenir à la maison que là, il va être Ça va épuisé ressortir, oui, c'est parce ça. que c'est cumulatif. Donc, ça se fait beaucoup par questionnaire, par entrevue avec le parent, l'entourage. Et l'hypothèse se construit au fur et à mesure où on comprend ce que l'enfant vit et on n'a pas besoin d'aller prouver aux professionnels que l'enfant est pas bien quand on fait l'aspirateur à la maison, par exemple. Mais c'est un processus d'adaptation à soi-même qui a besoin d'être commencé le plus tôt possible pour accompagner l'enfant. Donc, toute personne qui se sent très, très outillée au niveau de comment ça se passe, bien là, c'est sûr qu'on peut travailler par nous-mêmes. Mais moi, je recommande quand même de consulter pour vérifier que c'est bien ce que je décris depuis le début du live. C'est pas toujours ça. Il y en a d'autres causes d'avoir des comportements difficiles en lien avec la routine du matin, puis avec les bruits aussi, puis tout ça. Donc, s'assurer, puis si les bruits sont impliqués, on devrait avoir vu un audiologiste dans le processus aussi. Donc, c'est bien de vérifier quel est le défi pour notre enfant, pour bien l'accompagner, puis pour pas non plus le surcharger de stratégies, mettre plein de choses en place. Et si on va trop vite, l'enfant, il va se perdre un peu là-dedans aussi. Puis, restant dans le contexte du mutisme sélectif, il ne sera pas toujours capable d'exprimer que ça va trop vite, que ça ne fait pas de sens, que ça lui fait plus peur et c'est ça. Donc, puis les listes d'attente peuvent être quand même longues pour assez avoir des longues. services. En attendant d'être sur la liste, on peut mettre des moyens en place, justement, comme on a dit, là, les autres en place en attendant, puis voir ce que ça donne aussi. Oui. Super. Ben écoute, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à te demander. Est-ce que tu avais autre chose pour terminer, là, une petite suggestion autre que tu n'as pas dit pour s'entrave peut-être le moins possible le fonctionnement de l'enfant, là, pour s'assurer que les hypersensibilités sont, ça s'entrave le moins possible le fonctionnement quotidien de l'enfant? Peut-être une dernière... Mais je pense que c'est beaucoup de mesurer la qualité sensorielle de l'horaire occupationnel de notre enfant. Oui. OK? De garder en tête ce que l'enfant a vécu et ce qu'il va vivre. Donc, si l'enfant va à la fête de son copain samedi prochain, puis qu'il va y avoir beaucoup d'enfants, des gens qui chantent, des odeurs et tout ça, bien, on ne va pas magasiner au centre d'achat vendredi soir, par exemple. Et dimanche, on ne va pas souper chez grand-maman. On lui laisse le temps de se reposer. Donc, quand on sait qu'il y a des grosses situations qui s'en viennent, on s'assure que l'enfant est le plus reposé possible au niveau de ses sens. Sommeil aussi, c'est toujours bon, autant de sommeil, mais quand je parle de repos, c'est du repos sensoriel. Donc, de ne pas avoir fait des activités qui sont surchargeantes. Puis les activités plaisantes peuvent être surchargeantes aussi. Hein. C'est pas parce que j'adore jouer au hockey que le hockey, l'aréna, les sons, puis tout ce que... OK, je vais avoir besoin de récupérer. Mon système va avoir besoin de récupérer. Donc, planifier les activités de l'enfant qui sont flexibles. L'école, on n'a pas toujours cette possibilité-là, mais tout ce qui est flexible, tenir compte de ce qui est venu avant puis de ce qui vient après pour équilibrer ça puis donner le plus de temps possible au système nerveux de se réajuster puis de se reposer. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Je pense que c'est vraiment un conseil très, très pertinent auquel les adultes ne pensent pas parce qu'ils ne vivent pas cette surcharge-là. Bien, il y en a qui le vivent, là, mais ceux qui ne le vivent pas, ils ne le savent pas. Puis, ça va faire une grande différence, je pense, dans chacune des activités que vous allez vivre avec votre enfant parce que s'il est disponible pour cette activité-là, il va mieux la vivre, il va avoir du plaisir, en tout cas un peu plus que s'il est en surcharge parce qu'il a fait plein d'activités là, durant sa fin de semaine, en plus de ça. Donc, puis un petit bonus de la fin, là, ne faites pas les stratégies à l'insu de l'enfant. Non, OK. Si vous changez l'horaire pour qu'il se repose, dites-lui, demain, on va être à la maison pour se reposer parce que hier, il y avait beaucoup de stimulation
à la fête de Jonathan. Donc, Ouais. si on lui achète des coquilles, ben, lui expliquer pourquoi et comment les utiliser et ne pas adapter tout ça à son insu, lui le faire participer à la recherche de solutions puis à la création d'outils qui vont l'aider. Oui, Ouais, l'impliquer parce que sinon, si ouais. on le fait à l'insu, en même temps, on veut qu'il comprenne pour gérer ça éventuellement lui-même puis Oui, trouver des stratégies, bien, on va pas dans le même but, là. tout à fait, tout Mm. à fait. Parfait. Ben, écoute, je te laisse avec ça. Merci beaucoup. Le mois prochain, le 12 juin, ça va être mon live. Ça va être Solène Bourque, dans le fond, qui va être avec nous, psychoéducatrice, autrice, consultante pédagogique. Le sujet, ça va être de favoriser le développement des émotions avec un enfant dont le défi est de s'exprimer dans certaines situations. Donc, merci tout le monde d'être là. Là, je vois Evelyne qui dit « Ma poulette hypersensible était paniquée par le poids du vernis à ongles sur ses doigts. Je devais lui enlever en vitesse pour qu'elle retrouve une certaine sérénité. » Ouais. Il y a Colombe qui dit « Merci pour ce live, très intéressant et éclairant. » Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires ou des questions avant qu'on se quitte. Sinon, ben c'est ça, on a fait le tour. Puis, ben sinon, les questions, ben je pourrais y répondre là, après coup, si jamais il y en a. Donc, merci beaucoup, Josiane, puis Merci au de plaisir. l'invitation. Bye Bye. bye.